Bienvenue dans le podcast Résilience, le podcast qui explore la notion d'inclusion sous tous les angles, afin de vous informer, vous sensibiliser et vous apporter des outils pour comprendre un concept bien trop complexe pour être abordé sous un angle unique. Nous démarrons cette première saison avec une série dédiée au racisme, plus spécifiquement celui qui vise les personnes noires ou perçues comme telles. Cette série spéciale de 4 épisodes est subventionnée par la ville de Genève, que nous remercions chaleureusement pour le soutien et la confiance. Bonjour, mon nom est Joëlle Payom, fondatrice de Résilience et animatrice de ce podcast. Pour ce premier épisode de la série, je suis avec Anne-Laure Zeller. Intervenante psychosociale et médiatrice culturelle, spécialiste en relations interculturelles, chercheuse en sciences humaines, elle se définit avant tout comme une passeuse de savoir. Le passage de savoir, c'est effectivement ce que mon invité s'attellera à mettre en pratique pendant toute la durée de notre conversation, pour nous transmettre des informations clés sur un sujet délicat qui impacte gravement la vie des personnes qui y sont confrontées. Nous allons donc parler racisme, celui qui vise particulièrement les personnes noires. Et Anne-Laure Zeller en sait quelque chose. Non pas en tant que cible, car elle n'est pas noire, mais blanche, ou pourrions-nous dire, d'origine européenne. Si mon invitée est bien placée pour en parler, c'est parce qu'elle est la coordinatrice du Centre d'écoute contre le racisme à Genève. Créé en 2014 sous l'impulsion du Bureau pour l'intégration des étrangers, le Centre d'écoute contre le racisme offre écoute, soutien et conseils sur le plan psychologique, social, culturel et juridique, aussi bien aux victimes elles-mêmes qu'à des tiers, proches, témoins ou professionnels, ainsi qu'aux auteurs d'actes racistes. Pionnier en Suisse, le Centre d'écoute contre le racisme collabore avec plusieurs structures, notamment la plateforme confédérale de récolte des données d'OSIRA. De par sa fonction de coordinatrice du Centre d'écoute contre le racisme, Anne-Laure Zeller est aux premières loges pour recueillir et relater les cas qui sont rapportés par les victimes. D'ailleurs, selon le rapport 2021 du Centre, dont elle est la rédactrice, les cas de racisme visant les personnes noires représentent une très grande majorité des cas rapportés. Avec mon invité, nous allons donc procéder à un état des lieux, par les chiffres, mais pas que. Nous allons aussi évoquer le vécu de ces personnes noires, atteintes dans leur intégrité, par des actes et des comportements racistes. Bonjour Anne-Laure Zeller, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment allez-vous ? Bonjour Joëlle, je vais bien, merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous raconter brièvement votre parcours personnel et ce qui vous a amené à travailler pour le Centre d'écoute contre le racisme ? Alors, moi j'ai une formation d'ethnologue, d'anthropologue, de sociologue et de philosophe et j'ai pu travailler notamment dans des réflexions à l'université ou autres sur des recherches qui ont mêlé le questionnement sur la migration, le droit d'asile, le développement. Donc, ça fait longtemps que je réfléchis sur ces questions. Et puis, le fait est aussi que j'ai un parcours un peu particulier au sens où j'ai aussi travaillé dans des domaines comme dans le social, l'enseignement, la santé, ce qui m'amène à aussi comprendre ce qui se passe dans ces milieux de travail spécifiques. Et comment et pourquoi le centre d'écoute? C'était le hasard d'une opportunité? Vous vouliez travailler réellement dans ce contexte-là, et dans le sujet du racisme en particulier? En fait, ça fait plus de 10 ans que j'ai amorcé ce travail sur le racisme. Je travaille pour une autre association. Et avant de travailler au Centre Écoute contre le racisme, j'ai par exemple beaucoup travaillé sur des cafés publics où j'amenais des thématiques du racisme, notamment dans le domaine des médias, le domaine de la santé. Donc j'ai beaucoup étudié, observé, écouté aussi, rencontré des personnes pour qu'elles me parlent de ces problématiques avant d'entamer ce travail au Centre d'écoute contre le racisme. D'accord, donc c'était une suite presque logique, on va dire. En parlant donc du centre, quels sont les principaux services proposés? Alors, le premier service proposé, c'est l'écoute. Et si je le dis, c'est que c'est pas anodin parce que c'est essentiel. C'est ce qui permet en fait à la personne qui appelle le centre d'être entendue, de déposer ce qu'elle a vécu et d'être validée dans ce qu'elle avance sans jugement, en toute ouverture d'esprit.
s'ensuit par la suite une discussion, un échange sur les besoins que va avoir la personne, qui peuvent être ou psychosociaux ou juridiques ou mêler les deux, etc. Chaque situation, chaque personne amène à elle seule des variations avec lesquelles il faut en fait travailler ensemble. Le centre travaille toujours avec la personne qu'elle écoute. Donc selon les besoins, vous vous adaptez aux besoins spécifiques. Exactement. Comment est-ce qu'on peut contacter le centre? C'est en physique, il y a un espace physique d'accueil ou c'est par téléphone, par email? Je dirais que le plus souvent c'est par téléphone, le plus simple, par email aussi. C'est les deux entrées que les gens prennent en général, téléphone et email. Le contact physique, l'entretien, on peut l'envisager par la suite, ne serait-ce que par facilité aussi, peut-être parce que les personnes n'ont pas envie de forcément venir dans un espace où tout le monde va les voir, etc. Donc, mais c'est vrai que le plus utile, c'est le téléphone, et ce qui permet aussi déjà d'échanger beaucoup et de voir ce qu'on peut faire. Ok, effectivement, c'est le plus pratique dans un premier temps, sachant, comme vous le disiez, c'est pas évident enfin, on sait, la honte qu'il y a chez les victimes de violences, quelles qu'elles soient. Oui, et d'autant plus que certaines personnes, en tout respect de ce qu'elles amènent, ne veulent pas donner, par exemple, leur nom, ne veulent pas donner leur origine. Parfois, donc le fait, l'anonymat quelque part du téléphone permet aussi de poser de façon neutre pour la personne ce qu'elle veut amener. D'accord. Depuis le début du centre, est-ce que vous avez constaté une augmentation des cas rapportés concernant le racisme, peut-être en général, et celui qui vise les personnes noires en particulier? Alors, c'est particulier parce qu'on va dire que les gens qu'on écoute, qu'on entend, les cas recensés, au niveau des statistiques, c'est le sommet de l'iceberg. Ça sera les gens qui auront contacté le centre. Donc, on n'a qu'une petite partie de la réalité. Partant de là, ça peut varier pour plein de raisons. Par exemple, cette année 2022, on va avoir moins de personnes qui auront contacté le centre, simplement parce qu'on ne bénéficie plus d'une couverture publique sur l'existence du centre qu'on a pu avoir auparavant. Ça peut différer aussi suivant si c'est le racisme anti-noir ou un type de racisme qui va prédominer d'une année à l'autre, suivant des événements qui vont par exemple montrer qu'il y a quelques années en arrière, par rapport à des événements d'attentats, etc., c'est le racisme vis-à-vis des personnes vues et perçues comme arabes, musulmanes qui a prédominé. Donc il suffit de pas grand-chose pour que ça varie. Cependant, il y a une réalité, une constante qui fait que le racisme vis-à-vis des personnes noires, le racisme anti-noir, est très souvent prédominant. Vous avez des chiffres, justement? En 2021, le centre a accueilli et conseillé et écouté surtout 90 personnes. Sur ces 90 personnes, un chiffre intéressant à savoir que 25% de ces personnes sont de nationalité suisse. Déjà un. Et que parmi ces personnes suisses, évidemment, elles peuvent avoir d'autres origines, couleur de peau, etc. Pour le racisme anti-noir, en 2021, c'était 42% des personnes qui ont contacté le centre. À comparatif, pour les personnes, le racisme vis-à-vis des personnes perçues ou vues comme arabes, donc racisme anti-arabe, anti-musulman, c'était 28%. Et puis, les personnes asiatiques, donc le racisme anti-asiatique, c'était 7%. Mais en même temps, c'était bien plus élevé qu'auparavant. Ok, donc justement, si en conclusion de ces quelques chiffres, et je comprends les chiffres enregistrés par le centre d'écoute, la majorité des cas rapportés concernent les personnes noires ou perçues comme telles, donc à 42%, et ce chiffre-là est en augmentation. Il n'est pas en augmentation, je dirais que par rapport aux années, j'ai pu un peu observer, il y a une sorte de stabilité. Ok, écoutez, il est stable dans son importance. Voilà, mais en tout cas, il est toujours stable autour de 40. Voilà. Par rapport justement au reste de la Suisse, comment est-ce que, comparativement, les chiffres de Genève, comment Genève se positionne sur la spécificité du racisme anti-noir? Alors, je dirais que c'est un peu équivalent. Après, ça peut différer dans les statistiques comparatives. Pour le coup, pour la Suisse, la xénophobie est aussi plus importante que pour le canton de Genève. Mais comme il y a 26 centres qui recensent aussi, la variabilité, elle tient en fait à ce total. Donc, en même temps, ça se tient à pas grand-chose, notamment, je prends par exemple les domaines, cette année, en 2021, pardon, pour Genève, ce qui prédominait au niveau
de l'espace où le racisme s'est le plus exprimé, c'est la vie publique, alors que pour l'ensemble de la Suisse, c'était plutôt dans le domaine du travail. Voilà. Et pour Genève, c'était juste en seconde position le travail. Juste avant de passer, c'était ma prochaine question, mais c'est très bien, ça me donne une bonne transition. Mais avant de parler des différents domaines, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez mentionné sur les chiffres concernant la xénophobie. Mais la xénophobie, ça peut concerner n'importe quelle forme de racisme. Donc, on n'a pas de détails sur qu'est-ce qu'on met dans la xénophobie. Est-ce que la xénophobie vis-à-vis des personnes noires, voilà. La problématique, en fait, dans l'acception du racisme, c'est que sur le plan juridique, il y a nécessité de le prouver. Et tant qu'on ne peut pas le prouver, et le prouver, ça veut dire quoi au niveau de l'article 261 bis? Il faut que, par exemple, une insulte vise la couleur de la personne ou son origine. Je donne cet exemple, par exemple, de dire espèce de sale noire, rentre chez toi. Là, on est dans une injure raciste. C'est horrible à dire, mais c'est ce que des gens entendent réellement et c'est ce que j'entends. Par contre, si quelqu'un va dire espèce de sale étranger, rentre chez toi ou rentre chez toi, le ressenti est le même. Oui. Fondamentalement, on sait de quoi parle la personne, c'est raciste. Pour autant, c'est considéré comme de la xénophobie parce que l'acception visant la couleur de peau ou visant l'origine n'est pas mentionnée. Pas caractérisée. Non. Bon, le diable se cache dans les détails quand même. Hein. Enfin, donc, mais ça, c'est quelque chose de très important en termes de statistiques, comprendre cette nuance, et c'est ce qui explique peut-être pourquoi les chiffres sont sous-estimés, parce que si on a ce gros groupe, xénophobie, en fait, c'est un espèce de fourre-tout où on peut retrouver justement puis on a l'impression que c'est moins important ou moins grave. Et en même temps, ça ne l'est pas. Ouais. Et en même temps, c'est complexe. En fait, c'est dû aussi au fait qu'on n'a pas en Suisse de loi qui protège les personnes victimes de racisme contre les discriminations en tant que telles. Alors ça, c'est un sujet super intéressant, mais dans un prochain épisode, justement, on va parler de l'aspect juridique. Mais c'est un très bon point, et ce qui explique aussi pourquoi les cas sont mal identifiés, mal caractérisés, et pourquoi les statistiques finalement. Et ça a un impact important aussi, c'est qu'au niveau du dépôt de plainte, ça devient extrêmement compliqué. Donc on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas tant de racisme parce qu'il y a peu de dépôts de plainte. L'année passée, en 2021, on a eu 4 demandes, 2 dépôts effectués, des personnes qui se retirent ne finalement déposent pas plainte, parce qu'au final, c'est très compliqué d'obtenir gain de cause au niveau du ministère public, par exemple, et puis et pas à même de vouloir dissuader les gens de le faire, parce que c'est important, je pense, au niveau aussi d'une catharsis, de déposer, de montrer qu'on l'a fait, qu'on allait jusqu'au bout, même en sachant que potentiellement ça va pas être entendu, mais l'important est de déposer plainte, c'est voilà. Il faut sensibiliser, il faut porter plainte pour que ce soit enregistré, pour que ça rentre dans les statistiques, et puis pour réparer son intégrité. Il faut agir, il faut surtout pas rester dans son coin, et puis surtout en agissant, ça permet de faire changer les comportements des personnes qui commettent ces actes. D'ailleurs, ça m'amène à une question. Est-ce que vous avez des statistiques sur les personnes qui commettent les actes racistes vis-à-vis des personnes noires? Alors non, les profils. Et même en général, pour les auteurs, quand on entend quelqu'un, c'est clair que au bout d'un moment, la question tombe, demander la personne auteur, est-ce qu'elle est blanche ou pas, par exemple, par rapport au racisme anti-noir, ou de quelle origine elle est. Ça peut être aussi une personne asiatique ou arabe, qui peut insulter une personne noire. Ça va dans tous les sens. Et parfois, comment dire, plus que ça serait difficile à estimer, en fait. Mais vous avez au moins ces chiffres-là. Oui, et après, non, parce que par exemple, pour toutes les injures qui se font sur les réseaux sociaux, on a des noms, mais on n'a pas la personne en face. Tant que c'est pas une mais par exemple, cet exemple que vous parliez, que vous évoquiez, la femme qui a été agressée verbalement, à qui on a dit rentre chez toi, sale négresse. Oui. Est-ce quand elle vient au centre d'écoute pour se faire entendre, naturellement, est-ce qu'elle vous dit alors la personne qui m'a dit ça, c'était Non, en général, c'est moi qui demande. Et est-ce que pour situer en fait qui est l'auteur, qui est l'autrice, et est-ce que vous avez dans vos chiffres justement des ratios disant par exemple que les Noirs victimes de racisme sont les actes les actes de discrimination ou des actes racistes globalement sont perpétrés à 50% par
tel groupe ethnique à 30% par tel autre groupe? Non, Est-ce que ça, vous l'avez au niveau des auteurs? non, on va Ça, vous pas l'avez à Ok. ce point-là de la statistique et de la Ok. distinction, non. D'accord. Bon. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que les auteurs et les autrices de ces actes-là ne sont pas uniquement originaires d'un groupe qu'on pourrait qualifier de blanc. Donc ça peut venir également de personnes d'origine maghrébine, d'autres personnes dites immigrées. Exactement. Et donc c'est de partout en fait. Oui. D'accord. Donc ça c'est important à souligner. Dans le cadre professionnel, alors dans le cas où on est dans un emploi où la personne est employée ou alors elle est en recherche d'emploi, est-ce que vous avez des exemples et est-ce que vous avez des chiffres aussi? Combien ça représente de cas, ça? Alors pour le marché du travail, en globalement, en 2021, ça représentait 22% des personnes ayant contacté le centre, donc. Et c'est autant dans le... Alors là, je parle une fois de plus du racisme anti-noir. Hein, alors par rapport au racisme anti-noir, je dirais qu'à ce niveau-là... Quels sont les domaines les domaines les plus affectés? Il y a un peu de tout, je dirais. Par rapport au travail, c'est pas tant que ça. Il y a beaucoup au niveau de ce qu'on appelle justement l'administration, par exemple, ça on n'en a pas parlé. Il peut y avoir des conflits de voisinage, tout ce qui est, comme je disais, dans la vie publique, des propos racistes dans l'espace public. Par rapport au travail, ça se tient, il y a ni plus ni moins, mais de nouveau, ça dépend des personnes qui vont contacter le centre ou pas. Et en termes de chiffres, est-ce que vous avez des chiffres, des statistiques qui disent, je ne sais pas, dans la vie publique, c'est plus 50%, c'est 50% des cas, ou dans la rue, c'est 30%, ou le travail, ou dans la santé? Alors, avoir fait statistiquement, spécifiquement, juste pour les personnes noires, la statistique, non. Au niveau du travail, est-ce qu'il y a un exemple qui vous remonte, qui revient, qui vous a particulièrement marqué? Oui, c'est typiquement, alors, bon, il y a ce monsieur, c'était aussi un monsieur, je me souviens, qui observait que systématiquement, alors qu'il postulait en interne, à chaque fois, alors qu'il était là depuis longtemps, il n'avait pas le poste pour lequel il avait postulé, et puis c'était la personne qui était arrivée bien plus récemment qui avait ce poste. Alors il l'a vu une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, il se posait des questions. C'est ajouté à ça l'élément qui l'avait mené à contacter le centre, c'était que une de ses chefs, pour le coup une femme blanche, là je le sais parce que je lui avais posé la question, avait fait une blague franchement déplacée. Alors il faut savoir que le monsieur était noir et musulman, donc on peut combiner aussi les types de discrimination, et aurait fait une sorte de généralité sur oui les poseurs de bombes, etc. Et c'est vrai que dans la pièce c'était la seule personne qui pouvait potentiellement être visée. Après, c'est intéressant parce que ça a été plus loin et la personne s'est justifiée en disant qu'elle blaguait. Alors, les blagues et les généralités, c'est la grande excuse, en fait. C'est souvent l'excuse. Lors des démarches administratives, est-ce que vous avez des retours qui vous ont particulièrement marqué, hein, Alors oui, et en même temps improuvables en soi, parce que c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment le sentiment qu'on a, et je me souviens parce que c'était un cas qui m'avait énormément touchée. C'était plus un témoignage finalement, une femme noire qui avait perdu son enfant suite à ce qu'elle estimait être une erreur médicale. Donc il y a eu procédure, jugement, etc. Et devant au tribunal, devant la procureure qui était pourtant une femme, elle s'est pas sentie considérée comme elle aurait entendu. Et la question qu'elle m'a posée, c'est si j'avais été blanche, est-ce qu'on m'aurait considéré, est-ce qu'on aurait mieux considéré ma situation? Et j'étais absolument incapable de répondre à cette question, si ce n'est que je lui ai promis d'aller plus avant avec le ministère public pour interroger les biais cognitifs. Et vous avez pu le faire sur ce cas? J'ai un peu avancé, c'est un de mes chevals de bataille pour lequel j'ai pas encore abouti. Ça résiste. Bon. Effectivement, c'est lourd. Je pense, j'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit maintenant, c'est les couples interraciaux. Alors, est-ce que vous avez des personnes qui sont venues au centre pour vous parler d'actes ou de comportements racistes venant de leur famille, dans le sens belle famille, ou les amis de leur partenaire? Oui. Vous avez un exemple qui vous vient? Après coup, en fait, c'est pas systématique, c'est souvent après séparation, le constat de oui, en fait, on m'a jamais vraiment accepté dans la famille, etc. Oui, il y a eu ces propos déplacés. Quels propos, par exemple?
Ah mais c'est toujours insidieux, c'est jamais direct, à moins d'une grande. Et puis même si c'est pas dans la séparation que la personne est encore ou en couple ou dans la famille, c'est vrai que c'est délicat. Et pour le coup, dans ce genre de situation, c'est vrai que euh, je propose par exemple la médiation, mais pour que la personne fasse appel à un médiateur extérieur, médiateur familial, etc., en posant vraiment la problématique de la discrimination. Pour qu'on puisse bien comprendre, si les personnes en viennent à aller au centre d'écoute pour raconter une situation dans l'environnement proche, familial, c'est que ça les a marqués. Et qu'est-ce qu'ils expriment quand ils viennent, les personnes qui sont venues, qu'est-ce qu'elles ont exprimé? C'est le fait de mettre à distance quelqu'un, de pas l'inclure dans des situations. Et ça, on le sent très bien, la mise à l'écart. Et c'est très pernicieux. Et c'est pas forcément des insultes. À ce niveau-là, c'est beaucoup plus subtil. Pour autant, la personne qui le vit à court ou à long terme, d'autant plus, au bout d'un moment, elle réalise c'est une forme de violence sourde. C'est de la violence morale, toujours. Et comme vous le disiez, c'est insidieux, c'est pernicieux. Et tout à fait dans le domaine professionnel, c'est là encore plus. Mais très, très intéressant. Est-ce que vous pensez à d'autres domaines qu'on n'aurait pas évoqués dans lesquels, dans lesquels le racisme anti-noir se manifeste? Alors, je dirais qu'il n'y a pas une situation où le racisme anti-noir se manifeste en tant que tel. Le racisme se manifeste partout et il vise potentiellement des personnes noires comme d'autres personnes. Après, tous les domaines de la vie sont touchés, comme vous l'avez dit dans la définition. Alors, il y a peut-être un domaine où on le pense moins et que j'ai eu, c'est par exemple les incidents routiers. Voilà. Entre chauffeurs, chauffeurs de voiture, de vélo, ou ce que vous voulez. Et c'est quand il y a l'incident que là les injures sortent et c'est sale négresse. J'ai vraiment une personne a entendu ça et là ça c'était parti d'autre chose et du coup quand la personne l'auteur voit la tête ou le visage de la personne concernée et c'est là que ça fuse. J'ai souvenir alors vraiment d'une situation qui m'a... Ça, c'était un des premiers cas qui m'avait énormément touchée, où la personne était avec son enfant, donc elle a voulu le protéger aussi, et la personne avait bousculé la poussette avec sa voiture. Enfin, c'était parti dans une situation incroyable, et vraiment, je l'avais accompagnée aussi pour la déposition au poste de police, et au final, c'est là où c'est terrible quand je disais par rapport aux plaintes, parce que c'était parole contre parole. Et les témoins dans ce cas-là, parce que là, il y avait des témoins. Et il y avait un témoin. Alors le témoin, c'était un employé de ce monsieur qui avait un magasin pour faire secours. Et du coup, il a essayé de calmer le jeu, mais au final, il y avait plus de témoins. Bien évidemment. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de ce podcast. Alors, j'aimerais revenir à vous, ma chère Anne-Laure. En tant que coordinatrice du Centre d'écoute contre le racisme ou en tant qu'habitante de Genève, tout simplement, est-ce que vous pouvez nous relater une situation de racisme ciblant une personne noire qui vous a particulièrement interpellée ou choquée? Ça peut être dans votre quotidien, ça peut être par rapport à votre rôle au sein du centre. Est-ce que vous pensez à... Vous pouvez prendre quelques secondes pour réfléchir. Hein. Est-ce que vous pensez à un cas qui vous a, pour le coup, particulièrement choqué? Choquée. Il y a des domaines qui me touchent plus, par exemple dans le domaine du travail, où le travail est précaire et va en plus toucher des femmes, et des femmes de couleur, et pas seulement noires là pour le coup, hein, mais de fait, où il y a quand même la difficulté parce que le travail c'est le salaire, et parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, et puis on a l'impression que c'est une bataille permanente. C'est la double ou la triple peine. Voilà. Oui. Et alors je disais pas que ça me choque en soi, mais c'est cette récurrence-là que je trouve extrêmement lourde et pénible et fatigante. Et la violence, elle est peut-être décuplée aussi, parce que comme vous le disiez, le travail, c'est le moyen de subside. Oui. Donc si vous, en plus de ça, vous êtes victime de racisme au travail, vous perdez votre travail à cause de ça, c'est presque le sol qui s'ouvre sous vos pieds. Donc si vous êtes victime de racisme au travail, vous avez encore moins envie de le dénoncer. C'est une prise de risque. C'est une grosse prise de risque. En même temps, il y a des gens qui prennent le risque en mettant tout le possible autour. C'est ce qu'on vérifie aussi avec elles, c'est qu'elles se protègent, qu'elles aient, je sais pas, qu'elles aient aussi un syndicat, qu'elles aient un avocat, etc., pour vraiment se protéger. Bon, après, ce n'est pas parce qu'elles dénoncent qu'elles auront... Le risque, il est assez clair, c'est de se faire licencier. Tout à fait.
Et au-delà de se faire licencier, même si elles vont plus loin et au prud'homme, c'est pas pour autant qu'elles vont être que la justice va reconnaître l'injustice. La justice, c'est encore une autre affaire. Mais on a doucement touché à cette problématique précédemment. On le couvrira plus avec dans un des prochains épisodes. Mais oui, rajouter de l'injustice à l'injustice, c'est malheureusement ce qui arrive souvent quand on essaie de se lever et de dénoncer le racisme. Pour finir sur une note plus légère et optimiste, Anne-Laure, quelle est la dernière chose qui vous a particulièrement inspiré? Cela peut être un objet ou une personne, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. Qu'est-ce qui vous a inspiré ces derniers temps? Alors moi, ce qui m'inspire chaque jour en général, c'est le sourire des gens, simplement avoir cet échange-là, et puis de savoir que ce soit des enfants, des personnes âgées, quelle que soit la couleur, l'origine de la personne, c'est pas le plus important. Le simple fait de reconnaître le visage de l'autre et de lui sourire et d'avoir ce sourire en retour, ne serait-ce qu'un bonjour, moi ça me suffit, ça me fait ma journée. Excellent. Le sourire et quelle que soit l'apparence de la personne en face. Merci infiniment Anne-Laure Deller d'avoir partagé ces informations sur l'état des lieux du racisme visant les personnes noires ou perçues comme telles à Genève. Merci d'avoir une fois de plus exercé le passage de savoir pour le plus grand bénéfice de nos auditeurs et auditrices. Ce fut un échange extrêmement riche et instructif. Il y aurait énormément à en dire, mais si je ne devais sélectionner que quelques points pour résumer notre conversation, ce seraient les suivants. Premièrement, si on veut résoudre une problématique aussi cruciale et coûteuse que le racisme, qu'il vise des personnes noires ou d'autres groupes ethniques, les données chiffrées sont importantes, même si elles peuvent être sous-estimées par rapport à la réalité. Sur le canton de Genève, rappelons-le, le racisme visant les personnes noires représentait 42% en 2021, un chiffre stable sur les années et qui reste de loin le plus élevé comparé au racisme visant d'autres groupes ethniques. Deuxièmement, l'expression du racisme varie selon le contexte. Que ce soit dans le cadre professionnel, dans la rue, dans le domaine médical, à la douane, il s'exprime de manière plus ou moins subtile, insidieuse, comme au travail, comme on a pu le voir, ou dans la sphère privée. Mais on a constaté également que dans la rue, les auteurs et les autrices se lâchent beaucoup plus facilement. Troisièmement, quelle que soit la manière dont les actes racistes se manifestent, que ce soit d'une manière subtile, insidieuse ou beaucoup plus frontale, il n'en reste pas moins que ces actes ont un impact grave sur la santé mentale et physique des personnes qui en sont la cible. Et c'est pourquoi il faut agir à la fois en mode préventif et en mode correctif. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous-même vous êtes victime d'actes ou comportements racistes, vous savez désormais qu'il existe des solutions. Ne restez pas seul. Osez demander de l'aide. Si vous habitez en Suisse, vous pouvez contacter l'un des centres d'écoute contre le racisme de votre région. Pour rappel, le centre d'écoute vous aide à la rédaction et à la relecture du courrier de plainte, à la rédaction du courrier de dénonciation pénale. Les intervenants du centre, dont Madame Zeller, peuvent également effectuer des médiations selon votre besoin. Vous retrouverez tout le détail concernant leur domaine d'intervention sur le site internet dont nous mettrons l'adresse dans le descriptif de cet épisode. Enfin, pour toutes les formes de discrimination et ou de harcèlement dans le domaine professionnel, quelle que soit votre origine ethnique, votre genre, votre orientation sexuelle, votre religion, votre âge, sachez que vous pouvez raconter votre histoire sur la plateforme Rescare. Nous mettrons également le lien dans le descriptif du podcast. Cette plateforme vous offre un espace sécurisant pour vous aider à verbaliser votre ressenti, voire à prendre conscience de votre vécu et à vous libérer du poids du non-dit et de la honte. Car malheureusement, comme on a encore pu le voir aujourd'hui, les victimes de toute forme de violence, morale ou physique, pensent souvent à tort que c'est de leur faute. Sur rescare.com, vous pouvez partager votre histoire en toute confidentialité et si vous le souhaitez, solliciter des professionnels sélectionnés par Résalience pour vous apporter du soutien psychologique, du conseil juridique et aussi du coaching carrière. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Et surtout, parlez-en autour de vous afin d'en faire profiter d'autres personnes. Pour nous contacter, nous suggérer des idées de sujets, une seule adresse email, podcast@resalliance.com. À très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Joëlle Payom pour le podcast Résalience.